Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 20 janvier. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à nos auditeurs qui sont déjà là et qui attendent le démarrage du 10h midi et l'émission Média évidemment. 2670e émission. Ah bah voilà, on est fort. Notre invité Étienne Lénard, bonjour, vous êtes journaliste, ancien correspondant à Washington, chef du service étranger, enquête et reportage à France 2. France Télévisions et sur France 2, vous avez été correspondant effectivement pour France Télévisions. On va évidemment parler de l'investiture de Donald Trump avec cette émission spéciale sur France 2 à partir de 16h10, c'est ça à peu près? Absolument, on ça prend l'antenne vers 16h10, c'est-à-dire un peu plus d'une heure avant la prestation de serment pour faire vivre en direct les derniers moments, le trajet des deux présidents ensemble entre la Maison Blanche et le Capitole et ensuite la prestation de serment. Investiture, c'est un mot anglais ou pas? Parce que j'entendais... Non, investiture c'est français, le mot anglais c'est inauguration. Inauguration, d'accord. Voilà. Donc c'est investiture et évidemment tout le monde entier, vous l'entendiez dans le journal, va avoir les yeux rivés sur cette investiture. Et hier soir, vous avez regardé Donald Trump, j'imagine? J'ai regardé Donald Trump dans ce moment assez festif, où il, en quelque sorte, remerciait ses supporters. C'était un des premiers rendez-vous. Tout le monde était en costard nœud papillon. Village People était là comme attendu, avec son hymne YMCA, son hymne qu'on va réentendre ce soir, j'imagine. Festif. Alors on le réentendra pas a priori pendant la cérémonie d'investiture, mais on le réentendra ensuite. Vous savez que c'est une très longue journée pour les Américains avec qui se termine par des balles, plusieurs balles. Et le fait que cette cérémonie ait été transférée à l'intérieur, parce qu'il fait très très froid à Washington aujourd'hui, fait que tous ces supporters ne pourront pas être en extérieur devant le Congrès. On les a donc déplacés dans une grande salle à Washington, qui est la salle où on accueille les matchs de basket, les matchs de hockey. Ils seront plus de 20 000. Et c'est probablement à cet endroit-là que Village People et son leader historique Victor Willis se produiront avec YMCA. Mais vous ferez le signe à la rédaction de France 2 Bien évidemment, on fera le signe à l'antenne. Est-ce que vous avez le souvenir c'est la première fois que ça se passe à l'intérieur? Pourtant... Non, ce n'est pas la première fois. La deuxième investiture de Ronald Reagan en 1985 s'était passée à l'intérieur pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que quand il fait moins 15 degrés dehors, on imagine bien que ces dizaines, centaines de milliers de personnes qui resteraient pendant des heures parce que faut arriver bien avant et ensuite ce serait pas raisonnable, et c'est la conclusion qu'en a tiré Donald Trump. On passe au zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier avait lieu la première journée de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. J'imagine que, en tant que chef du service étranger, vous l'avez suivi. Et c'est en direct qu'on a pu suivre 3 femmes israéliennes retenues en otage depuis 470 jours, retrouver leurs proches. Et vous allez voir que BFM, qui était en direct, a choisi de laisser le son des retrouvailles. Je voulais aussi vous montrer ces images importantes et marquantes de cette journée. Ce sont les retrouvailles entre ces 3 ex-otages du Hamas libérés aujourd'hui et leurs familles. On les voit ici avec leurs proches. Elles sont dans ce centre médical de Shaim Sheba où se trouve notre envoyé spécial. Écoutons quelques secondes. Voilà. J'imagine que vous avez vu toutes ces images aussi. Oui, tout à fait. C'était forcément très émouvant pour ces familles. Ça fait plus d'un an que ces 3 jeunes filles étaient retenues par les militants du Hamas quelque part à Gaza. Et le problème reste entier pour tous les autres. Je rappelle qu'ils étaient 94 avant ces 3 libérations. Il en reste 91, dont un tiers sont probablement d'ailleurs décédés selon les autorités israéliennes. On ne connaît pas vraiment les chiffres. On ne sait pas dans quel état effectivement... vont revenir ces otages et ces libérations au compte-gouttes sont absolument Voilà, parce que vous apprenez quelques heures avant que votre fille ou votre fils est dans le lot, votre mari, et pour toutes les autres familles qui sont certes soulagées que 3 sortent, mais c'est un processus qui va s'étaler sur plusieurs semaines. C'est 3 cette semaine. Le prochain, c'est samedi. Voilà, 4 à la fin de la semaine, si le cessez-le-feu tient effectivement dans la bande de Gaza. À noter que de son côté, Israël a libéré 90 prisonniers palestiniens qui ont été accueillis en liesse en Cisjordanie. Il y a aussi les mêmes images de liesse quand les prisonniers sont arrivés.
Les gens ont littéralement volé. Voilà un des témoignages les plus forts des rescapés de l'impressionnant accident du télésiège en Espagne, où une avarie sur une poulie a déstabilisé toute la structure. Reportage d'LCI. Quelques heures après le drame, les victimes regardent en boucle les images qu'ils ont tournées. Ces deux amis étaient juste en dessous du télésiège au moment de l'accident. Beaucoup de sièges rebondissaient, ils allaient de haut en bas. Donc beaucoup de personnes sont tombées, d'autres ont dû sauter. Il y en avait même qui étaient à l'envers. Ils essayaient de remonter, mais ils n'y arrivaient pas. Jaime était lui sur le télésiège. Il venait tout juste de l'emprunter. Tout à coup, le télésiège s'est mis à tomber, comme si on était en chute libre. On a touché le sol, après on a essayé de sortir du télésiège par nous-mêmes. Et on a vu que des gens étaient tombés de plus haut et qu'ils étaient blessés. Samedi, ce fut quelle époque qui a fait beaucoup parler. Et si depuis quelques jours, on voit Elon Musk à l'avant-scène, ça ne plaît pas à tout le monde. Samedi, c'était un peu haro sur Elon Musk dans l'émission à la manœuvre Christine O'Krent et l'ennemi européen préféré du petit Elon, Thierry Breton. Le talent de Musk, il sait admirablement s'entourer. C'est ce que je dis. Il choisit des gens qui ont plus de talent que lui. Donc c'est le génie de l'entrepreneuriat. Voilà. Et j'ouvre une parenthèse. À partir de mardi prochain, quand Elon Musk parlera, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est le chef d'entreprise ou est-ce que c'est le membre du gouvernement américain? Parce que si c'est le membre du gouvernement américain, alors là, oui, tout ce qu'il fait, ça va commencer à pouvoir être qualifié différemment. On rentre dans un nouveau monde. Totalement, c'est la première fois que les milliardaires de la tech montent à Washington et prennent le pouvoir. Mais ce qui est intéressant avec Musk, quand il s'exprimera, même s'il ne sera pas un membre du gouvernement, est-ce qu'il exprimera la pensée du président des États-Unis d'Amérique ou est-ce qu'il fera du Musk? Qu'est-ce que fera Elon Musk d'après vous? Il est là pourquoi? Elon Musk a été chargé par Donald Trump d'une mission, c'est de renforcer l'efficacité du gouvernement fédéral américain. C'est une mission tout à fait officielle. Il ne sera d'ailleurs pas le seul. Il y a un autre entrepreneur très connu aux États-Unis, moins en Europe, mais qui s'appelle Vivek Ramaswamy, qui a été candidat aux primaires républicaines, qui a perdu et qui a mis lui aussi sa fortune au service de Trump, et qui sera avec Monsieur Musk les deux personnes chargées de nettoyer d'une certaine manière ce gouvernement fédéral qui est un monstre, un mastodonte absolument gigantesque de citoyens. On leur souhaite bien du courage. Entre parenthèses, moi je crois que on va voir. Beaucoup de personnes parient sur le fait que tout ça ne va pas tenir très longtemps, que pour des raisons d'égo, notamment d'égo entre ils vont pas s'entendre tous les Elon deux. Musk, Monsieur Trump, tout ça va exploser en vol. On verra bien. Et Thierry Breton a raison de pointer la question du conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas à la fois être chef d'une entreprise qui fait des milliards et en même temps être acteur de la politique qui est menée et qui éventuellement va vous faire gagner ces milliards. C'est un petit peu compliqué quand même dans une démocratie. Même si Trump le décide, parce qu'il y aura forcément des conflits d'intérêts avec des lobbies inverses qui vont s'opposer à ça, qui vont porter ça devant les tribunaux. Ça, c'est écrit. Donc on verra comment les choses se passent. Il est peut-être aussi qu'Elon Musk restera dans son couloir de nage, dans sa fonction, et fera ce que Donald Trump lui dit. On a du mal quand même à voir cet attelage fonctionner très longtemps, mais c'est peut-être aussi parce qu'on est européen. On est européen, et que vu du point de vue américain, vous savez, business is business. Oui, business is business. Il n'y a aucun problème à faire de l'argent et à faire beaucoup d'argent. Beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs, ça a aussi fait le buzz, ont été choqués par les propos de Charline Vanhoenacker dans l'émission Quelle époque où elle a traité Elon Musk de gros connard. Donc bon, c'est vrai que c'est pas. Moi, vous ne m'entendrez pas dire ça mais je ne suis pas Charline Vanhoenacker. Nous, factuellement, en tout cas à la rédaction de France Télévisions, c'est comme ça qu'on travaille. On va observer, on va voir les décisions qui sont prises, et on dira ça marche ou ça marche pas. Mais vous direz et pas c'est un gros connard. Compte, il ne m'appartient pas de qualifier. Non, Elon Musk. En tout cas pas mais publiquement. C'était à signaler parce que j'ai plein de messages qui vont dans ce sens-là et qui disent vous n'en parlez pas. Si, on peut le signaler. Qu'est-ce que vous seriez prêt à m'offrir pour un Pikachu Illustrator? C'est ce que c'est Pikachu, Étienne? Ce sont des cartes, des cartes pour enfants. Exactement, ou Dracofeu japonais. Je n'ai plus d'enfants en âge de jouer avec des Pikachu. Sachez qu'un Pikachu Illustrator est estimé à plus de 5 millions d'euros. Alors c'est donc en effet les fameuses cartes collector de Pokémon. Et 20 ans après, des gens continuent à s'arracher les précieuses cartes. Alors très régulièrement, des nouvelles cartes sont mises en vente. Et là, ça devient
de la folie. Tout le monde saute sur ces nouvelles paquets de cartes. Des dizaines de clients se ruent dans les allées pour des cartes Pokémon. Une nouvelle série vient de sortir, très attendue par les collectionneurs. Dans tous les magasins de France, les rayons sont vidés en quelques secondes. L'objectif de ces acheteurs, la revente sur Internet. Presque instantanément proposée à des prix jusqu'à 5 fois leur valeur de base. Pokémon, tous les ans, propose 4 nouvelles éditions de cartes avec des quantités limitées pour favoriser la permanence de la demande, et ça fait 25 ans que ça dure. Une folie Pokémon qui va parfois très loin. Ce gérant d'une boutique spécialisée s'est fait cambrioler il y a quelques jours. Ils ont enfoncé la porte par l'extérieur. Montant du préjudice, plus de 5 000 €. Donc ils ont dérobé toute une étagère sur laquelle il y avait beaucoup de coffrets Pokémon, donc les mêmes coffrets que vous retrouvez dans les magasins. Et oui, la folie Pokémon. Une filmographie toute petite. 10 films qui ont changé le cinéma et son atmosphère. David Lynch nous a quittés jeudi. Et c'est tout un univers d'étrange qui disparaît. Alors, Canal+ a mis tous ces films à disposition sur sa plateforme. Hier, Paris Première diffusait L'incroyable Elephant Man. Et ce mercredi, à 20h55, Arte modifie ses programmes pour diffuser Mulholland Drive. Suivi, vous avez également un documentaire qui s'appelle David Lynch, une énigme à Hollywood. Et bien sûr, ils vont revenir sur le succès télé, parce qu'on est média de Twin Peaks. Vous l'avez rencontré? Non, jamais. Et Twin Peaks, vous aviez regardé? Ah oui, Twin Peaks, oui. Moi aussi, je me souviens, c'était la série. Pour le coup, c'est ma génération. C'était la série événement à l'époque. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Étienne Lénard, pour évoquer cette investiture de Donald Trump et les moyens mis en œuvre par le service public pour couvrir cette investiture. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Étienne Lénard. Vous êtes journaliste, ancien correspondant à Washington et à Londres. Vous êtes aujourd'hui chef. Un présentateur aussi. Du journal de 20h. Il y a bien longtemps. Ça vous manque pas? J'avais encore des cheveux, oui. Ça vous manque pas, cet exercice? La présentation, non, pas du tout. Mais c'est pas une coquetterie de dire ça. Je pense que chacun fait les exercices qu'il préfère. Voilà, moi là aujourd'hui, je manage des gens que j'envoie à travers le monde, aux États-Unis notamment, ou sur les guerres, et pour couvrir l'actualité internationale qui est un petit peu dans notre ADN à France Télévisions. Parce que vous êtes chef du service étranger et également vous dirigez les enquêtes et les reportages pour France Télévisions, et donc on va parler avec vous de ce dispositif mis en place par France Télévisions lundi, donc aujourd'hui 16h10 très exactement, vous prendrez l'antenne pour assurer avec Julien Bugier autour de Julien Bugier, tout à fait. Oui, parce qu'il y a toute une série d'équipes de reporters. Combien de personnes au total sont parties pour couvrir cette investiture de Donald Trump? Alors nous avons des gens à Washington, puisque nous avons un bureau permanent à Washington avec 2 correspondants, Franck Genozo et Camille Gutin, qui sont sur place. Nous avons envoyé des renforts parce que c'était effectivement un gros événement. Et puis nous avons fait le choix, pour essayer de couvrir tout le spectre, d'avoir une équipe également à la frontière avec le Mexique. Mathieu Boisseau. Les questions d'immigration vont être extrêmement rapidement gérées par Donald Trump dès sa prise de fonction. Et nous sommes aussi en Ukraine, c'est important de le dire, avec Maryse Burgo, parce que l'Ukraine va aussi être un des dossiers internationaux qui vont être influencés par l'arrivée de Donald Trump. Donc cette couverture, plus des invités sur notre plateau cet après-midi, et une couverture sur France 2 jusqu'à quasiment 19h. La prestation de serment aura lieu à 17h47. Normalement, elle a lieu à 18h, midi heure de Washington. Là, elle a lieu à 17h47. Pourquoi le président Donald Trump a voulu 17h47 ? Parce qu'il est le 47e président des États-Unis. Vous voyez le truc ? Voilà. On voit le truc. Grosse innovation. Et nous irons jusqu'à 19h. Et en même temps, sur le canal 27, France Info couvre également. Et prend le relais. Couvre pendant chacun son émission pendant l'investiture, et ensuite prend le relais jusqu'à minuit, puisqu'il va y avoir après l'investiture, la parade, la fameuse parade, et puis les balles du soir où on va voir Donald Trump se trémousser. Sur YMCA, dont on va parler dans un instant. Après, le prochain invité va nous raconter l'histoire. Jean-Pierre Pasqualini de la chaîne Mélodie TV va nous raconter l'histoire de YMCA. Alors, vous êtes longtemps correspondant aux États-Unis. À partir de ce soir, il sera donc président de la République. À partir de 11h47, donc 18h47, il peut... Donc il va s'installer à la Maison-Blanche, il va se passer quoi ? Il va s'installer à la Maison-Blanche après cette cérémonie donc au Congrès américain. Il va d'abord raccompagner le président Biden, qui assistera à la cérémonie, contrairement à il y a 4 ans où Donald Trump avait refusé
d'assister à l'investiture de Joe Biden parce qu'il ne reconnaissait pas le résultat de l'élection. Il va raccompagner M. Biden qui va partir en hélicoptère. C'est un scénario immuable, hein, c'est tout le temps comme ça. Et ensuite, il va aller... il y a un déjeuner au Congrès et ensuite il va aller à la Maison-Blanche où il va commencer à signer ce que l'on appelle des décrets, des décrets présidentiels, executive order en bon français. Et ça, c'est immuable. C'est-à-dire que Biden ou... tous ses prédécesseurs, c'est une façon de marquer le début de sa présidence sur les questions les plus importantes de son mandat. On sait quels seront les décrets où il a plus ou moins annoncé. On ne connaît pas la nature exacte des décrets, mais on connaît les thèmes qui vont être l'immigration, l'énergie. Avec des appels à forer pour plus de pétrole, ça va plaire beaucoup en Europe. Il va pardonner un certain nombre de gens également, notamment des gens qui ont été condamnés dans le cadre de l'attaque sur le Capitole le 6 janvier 2021. Tout ce genre de choses. On dit qu'il signerait jusqu'à 100 décret présidentiel aujourd'hui. On verra s'il y en a 100, je n'en suis pas sûr. C'est une façon, tous les présidents font ça parce que c'est une façon de lancer. D'imprimer. C'est très court un mandat présidentiel aux États-Unis, 4 ans. 4 ans. Et surtout, si vous n'avez pas la majorité au Congrès, c'est-à-dire à la Chambre des représentants et au Sénat, au bout de 2 ans, il y a des élections déjà dans 2 ans au Congrès. Si vous n'avez plus la majorité, vous vous retrouvez pieds et poings liés parce que vous ne pouvez plus faire grand-chose. Là, il a la majorité partout. Il a la majorité partout. Au Congrès, à la Chambre des représentants. Il a la légitimité de l'élection. Pardon de le redire à ceux qui contestent la validité, mais Donald Trump a largement gagné cette élection. Il faut juste le répéter. Les assemblées au midterm, bien sûr, régulièrement, les présidents américains. Alors, vous ne perdez pas forcément les 2 assemblées. Mais le Sénat, par exemple, au Sénat, il y a un écart de 5 sénateurs entre les 2 partis, le parti républicain, le parti de Donald Trump et le parti démocrate. On renouvelle le Sénat d'un tiers dans 2 ans. Il suffirait que ça bascule dans l'autre sens. Donald Trump devient quasiment invalide en termes de... voilà. Et il le sait parfaitement, et c'est pour ça qu'il veut aller vite et qu'il veut taper fort. Ouais. Quel souvenir vous gardez, vous, des intronisations, enfin des investitures auxquelles vous avez assisté ? Écoutez, quand on aime l'Amérique, les Américains savent faire ça mieux que personne. C'est sur le plan graphique. Alors plus c'est vrai quand c'est en extérieur, parce que je ne sais pas pour les personnes qui nous écoutent, celles qui connaissent Washington, mais donc vous avez ce bâtiment du Congrès avec cette énorme coupole blanche qui domine un petit peu la fameuse promenade de Washington qui s'appelle le Mall, qui s'étire sur plusieurs kilomètres avec tous les monuments à la gloire des anciens présidents américains. Vous avez le mémorial pour Abraham Lincoln, le président qui a aboli l'esclavage. Vous avez tout au bout le monument pour George Washington, le premier président, et vous avez sur le côté là-bas au fond la Maison Blanche, et donc graphiquement c'est très impressionnant. Et ensuite, c'est un cérémonial, pour le coup, assez immuable. Ils font tous pareil. Vous allez d'abord avoir la prestation du vice-président, prestation de serment du vice-président, qui est un nouveau, J.D. Vance, que personne ne connaît, sauf ceux qui ont lu son livre à succès aux États-Unis, qui s'appelle La complainte du Pecno. Ce livre qui raconte son histoire à lui, une histoire très difficile, dans un état déshérité, dans une famille déshéritée, et la façon dont il s'en est sorti, qui est un livre qui a fait un carton aux États-Unis il y a quelques années. Prestation du vice-président et ensuite prestation de serment du président avec l'ensemble de sa famille. Monsieur Trump, c'est 5 enfants, 3 femmes. Alors elles sont plus toutes là. Il a plus que Melania, 10 petits enfants. Donc tout ce monde-là va être là. L'ensemble des anciens présidents américains, ça pèse quand même. Vous allez avoir Barack Obama, Joe Biden. Celle qui sera absente et on ne sait pas exactement pourquoi. Et Clinton sera là aussi. Hillary Clinton, qui a été battue par Donald Trump, sera là bien évidemment avec Bill Clinton. En fait, c'est aussi la comédie de la politique, c'est que les Clinton et les Trump sont amis. Pourtant, c'est quand on a revu cette séquence lors des obsèques de Jimmy Carter, Trump a publié le verbatim qu'on essayait de lire sur ses lèvres où il disait Hillary Clinton ne me dit pas bonjour. Oui, mais on sait que dans le privé, ils se parlent. Et ils se parlent, et il y a une bonne raison pour laquelle ils se parlent, c'est que la fille aînée de Donald Trump, Ivanka, et la fille des Clinton, Chelsea Clinton, sont les 2 meilleurs amis du monde. Mais non. Voilà. Et Bill et Hillary Clinton étaient présents au mariage de Melania et Donald Trump. Donc voilà. C'est la comédie de la politique. C'est aussi la comédie de la politique. Une question, là je m'adresse au chef du service étranger. Comment est-ce qu'on peut rendre compte de l'actualité sans prendre parti
et je parle, Donald Trump étant un personnage extrêmement clivant. On a vu effectivement qu'il y a des prises de position ici ou là. Comment on fait pour ne pas tomber dans du Trump bashing ou à l'inverse C'est une question qui se pose aussi à nous ici en France. Hein. Cette question se pose aux journalistes, américains, et parce que M. Trump est extrêmement disruptif et que effectivement, quand vous dirigez un pays en faisant un tweet le matin, un tweet à 11h, un tweet à 13h, et voilà. Donc nous, ce que l'on essaye de faire, c'est d'avoir une approche factuelle, c'est-à-dire M. Trump a déclaré ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et ensuite de faire du benchmark, c'est-à-dire qu'un mois après, de dire il a dit qu'il allait faire ça, est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il ne l'a pas fait? Monsieur Trump a dit en 24 heures je réglerai le problème de la guerre en Ukraine. Ok, en 24 heures, il ne va évidemment pas le faire en 24 heures, il a déjà changé en disant ce sera en 6 mois. En fait, notre façon de travailler, c'est voilà, factuellement, qu'est-ce qui est fait, sans dire si c'est bien ou si c'est mal. Dire, est-ce que il le dit qu'il va le faire? Est-ce qu'il le fait ou est-ce qu'il ne le fait pas? Et lors de son premier mandat, il a dit énormément de choses qu'il n'a pas faites. Il y a un truc qui a changé, c'est que l'équipe que Donald Trump a mis en place pour son deuxième mandat est beaucoup mieux préparée et beaucoup plus loyale. Il a changé lors de son premier mandat 4 fois de conseiller national à la sécurité. C'est vraiment le conseiller national à la sécurité aux États-Unis, c'est celui qui gère tout. Il a changé plusieurs fois de ministre des Affaires étrangères, plusieurs fois de ministre de l'économie, plusieurs fois de ministre de la Défense, parce que les gens lui mettaient des bâtons dans les roues en lui disant « Mais, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas faire ça. Nous n'avons pas le droit, la Constitution nous l'interdit, alors que Trump voulait le faire. » Mais là, est-ce que c'est pas inquiétant, justement? Ça peut être inquiétant si les personnes loyales à Trump font ce que Trump leur demande de faire, outrepassant ce que la loi, la Constitution leur permet de faire. On verra. Il y a un exemple extrêmement célèbre, c'est qu'il avait demandé au ministre de la Défense, lors de son premier mandat, de tirer dans les jambes des manifestants qui manifestaient contre lui à Washington. Le ministre de la Défense lui avait dit « Je ne le ferai pas ». Le ministre de la Défense qui s'apprête à prendre ses fonctions demain et qui a été entendu au Congrès, on lui a posé la question. Est-ce que si cela vous arrivait à vous, vous accepteriez, vous diriez aux militaires, tirer dans les jambes des manifestants? Et le ministre de la Défense a dit oui, je le ferai parce que M. Trump me l'a demandé. Donc on peut s'attendre, voilà. Mais on ne va pas faire l'histoire avant que l'histoire soit en marche. Donc on fait factuellement. Et on ne dit pas c'est bien, c'est mal, on dit Monsieur Trump a dit ça, et voilà. Et on a fait la même chose pour le président Biden, d'ailleurs, pendant 4 ans. Et après, en fonction, on prend la fonction, on change forcément aussi. Bien sûr, et il va être soumis aux événements qui vont intervenir aux États-Unis. Voilà. Jusqu'à maintenant, il a fait des promesses. Aujourd'hui, ce sont des actes. À partir de 17h47, heure française, tout à l'heure, ce sont des actes et des décisions qui vont l'engager. Pour avoir couvert les États-Unis, notamment au moment de la présidence de George W. Bush, et le 11 septembre, au moment où George Bush est arrivé au pouvoir, il n'aurait jamais imaginé que le 11 septembre se produirait, et ensuite qu'il engagerait des troupes américaines en Afghanistan, puis en Irak. Troupes américaines en Afghanistan qui ne sont sorties qu'il y a quelques années. Quid du wokisme, ça fait partie de ses engagements. Il veut arrêter la folie transgenre, c'est ce qu'il a dit hier. Et vous disiez hors antenne que ça fait partie aussi des arguments qui ont aidé à le faire. Bien sûr, c'était dans son programme de campagne. Toutes les politiques de diversité aux États-Unis, beaucoup d'électeurs considèrent qu'on est allé trop loin dans les universités, que la question des transgenres, voilà, il a lancé cette espèce de, entre guillemets, de mode du masculinisme. On a parlé de masculinisme, c'est-à-dire, voilà, un homme est un homme et une femme est une femme. On peut ne pas l'entendre, mais c'est là-dessus aussi que Donald Trump a été élu. Et c'est ce qu'il va donner à encore une fois, dans le cadre de la loi, et il y a des gens qui vont s'opposer aux décisions qui seront prises, bien évidemment. C'est l'Amérique traditionnelle, en fait, qui a gagné. Est-ce que la modernité va reculer ? Oui, c'est l'Amérique traditionnelle. C'est l'Amérique des gens qui pensent qu'il y a trop d'immigrés aux États-Unis. C'est l'Amérique des gens qui pensent qu'on est allé effectivement trop loin dans ces politiques que d'autres appellent progressistes, en Californie notamment, qui est très en avance sur ces questions-là, sur la question des transgenres, voilà. Et donc, les gens qui ont voté pour ça, je ne sais pas si vous les appelez traditionnalistes, voilà, ce sont des électeurs américains qui vivent aux États-Unis, qui votent pour un homme qui leur dit « je vais faire ça ». Est-ce qu'il pourra le faire ? C'est une autre histoire. Vous avez vu que le Bitcoin a battu des records ce matin, plus de 109 000 $. Oui, c'est après avoir beaucoup critiqué les crypto-monnaies, Donald Trump... Il lance sa crypto-monnaie, mais il a lancé ce week-end sa crypto-monnaie qui a crevé les plafonds. On est là dans des phénomènes assez quand même qui peuvent être éphémères aussi, donc il va falloir surveiller. Ce qui sera beaucoup moins éphémère, c'est
les taxes qu'ils risquent d'imposer à des pays et les droits de douane pour rentrer aux États-Unis. Voilà. Biden s'en va, c'est un mauvais président? Biden est un président qui laisse une économie américaine florissante. Simplement, dans le ressenti des Américains, l'inflation qu'il y a eu, quand ils ont regardé le porte-monnaie, ils se sont dit, en fait, on a beaucoup plus perdu sous Biden que sous Trump. Il a fait des erreurs. Les démocrates, son propre parti, lui reprochent surtout de s'être retiré trop tard. Monsieur Biden n'a pas vu venir la question de son âge et de sa capacité à pouvoir mener une campagne épuisante. Et lors de ce débat télévisé, il a tout perdu en quelques secondes, en fait. C'est terrible, la télévision, voilà. Mais il a tout perdu en quelques secondes. Et le fait de lancer Kamala Harris quelques mois seulement avant la campagne n'a visiblement pas été un service à lui rendre. Et effectivement, le paradoxe, et je vais faire la transition avec notre invité qui vient, c'est YMCA qui est quand même, alors on dit que ce n'est pas un hymne homosexuel. Moi, je vais laisser les spécialistes s'exprimer, mais ça l'a été. C'est vrai que ça l'a été. Et c'est vrai que c'est un paradoxe de voir cet hymne gay devenir le parangon du MAGA. Après, quand on écoute YMCA aujourd'hui dans les fêtes du Sud-Ouest l'été, on ne pense pas. Non, on ne pense pas forcément aux auberges. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Pierre Pasqualini. Merci d'avoir été avec nous, Étienne Lénard, ce matin. Et puis sur France 2, donc tout le dispositif mis en place par France Télévisions pour suivre au plus près cette cérémonie d'investiture. Merci à 16h10. vous. 16h10, absolument. Merci à vous. À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.